Bonjour et bienvenue dans le TV Journal du Caso. Je suis Thomas Voloc. Et je suis Charles Lalande. Avant de présenter une série de reportages sur des sujets variés, commençons avec les actualités de la journée. Tout d'abord, le gouvernement du Québec a franchi un important pas dans la construction du troisième lien entre Québec et Lévis. Toutefois, les automobilistes devront s'armer de patience puisque la ministre déléguée au transport, Véronique Tremblay, a affirmé que le troisième lien ne verrait pas le jour avant 7 ou 10 ans. Dans un autre ordre d'idée, le gouvernement du Québec a appuyé une aide financière de 19,2 millions pour les médias écrits privés dans leur virage numérique. Dans le domaine de l'aviation, Bombardier a remporté l'appel d'offres d'Airbus pour fournir des nacelles de moteur dans le cadre des A320 Neo. Enfin, en sport, le gardien des Canadiens de Montréal, Carey Price, a remporté la deuxième étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Avec 95% d'arrêts et 4 victoires, il est sans conteste de retour. Économie maintenant, le débat sur le salaire minimum à 15 $ fait rage. Bonjour Clémence, vous avez rencontré certaines personnes directement touchées par la situation? Oui, en effet, j'ai rencontré 2 étudiantes qui ont longtemps été payées au salaire minimum. Les étudiants constituent d'ailleurs 50% de ce groupe de salariés. Et qu'avez-vous constaté? En fait, même dans cette partie de la population, les opinions divergent. L'une d'entre elles était fortement en faveur de l'augmentation du salaire minimum à 15 $ alors que l'autre s'y opposait. Vous avez également rencontré un professeur d'économie. Que vous a-t-il dit? Oui, il m'a parlé des effets qu'aurait une telle augmentation sur la population, que ce soit la population qui a déjà un travail ou la population en recherche d'emploi. L'augmentation du salaire minimum à 15 $ au Québec continue d'alimenter les débats. Du côté de l'Assemblée nationale, Québec solidaire a longtemps été fervent défenseur de la hausse du salaire minimum. En 2016, le Parti québécois avait appuyé une motion en ce sens. Le Parti libéral du Québec et la Coalition Avenir Québec sont quant à eux opposés à cette augmentation. Charles Bellemare, professeur d'économie à l'Université Laval, nous explique les effets qu'une telle augmentation pourrait avoir. Ça fait que l'écart qui risque d'exister entre la quantité de personnes qui veulent travailler à ce prix-là et la quantité ou le nombre d'emplois que les firmes sont prêtes à offrir va augmenter. Puis plus l'écart va augmenter, cet écart-là, c'est le taux de chômage. Donc, évidemment, quelqu'un qui travaille déjà, pour lui, c'est un gain, on se comprend. Cet enjeu affecte grandement les étudiants, qui constituent environ 50% des travailleurs payés au salaire minimum. Même chez cette partie de la population, les opinions divergent. Léa Morin, étudiante universitaire ayant longtemps été payée au salaire minimum, se dit contre une telle augmentation. J'adhère pas à la solution qui est le salaire minimum à 15 $. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la problématique des personnes qui ont des difficultés financières, qui sont pris dans un engrenage d'endettement, c'est un problème spécifique et ça ne va pas être réglé par une solution générale qui est pour moi le salaire minimum à 15 $. Alors que Gabrielle Salvas, ayant aussi longtemps travaillé au salaire minimum pendant ses études, est plutôt en faveur de cette hausse. Parce que ça permettrait aux gens qui vivent sur le salaire minimum d'avoir accès à une meilleure qualité de vie, autant au niveau du logement, de la nourriture, des loisirs. Ça a été démontré que de travailler plus de 20 heures semaine était négatif au niveau des études. Donc c'est sûr que si quelqu'un a besoin de travailler 25 heures, ne serait-ce que pour vivre, ça va nuire à sa scolarité. En Ontario, le salaire minimum augmentera progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne 15 $ de l'heure le 1er janvier 2019. Au Québec, le débat est encore loin d'être résolu alors que plusieurs partis s'affrontent encore sur le sujet. Chose est sûre, nous aurons l'occasion de voir les résultats d'une telle augmentation en Ontario avant d'adopter nous-mêmes une telle loi. C'était Clémence Mercil à Québec pour l'Exemplaire. Le nombre de personnes souffrant d'allergies est à la hausse. Raphaël Gagnon, est-ce que c'est plus difficile de choisir des repas pour son enfant dorénavant? Oui, Thomas, c'est rendu de plus en plus difficile puisqu'on doit prendre les problèmes de santé de tous les autres enfants en compte quand on prépare le repas de notre enfant le matin. Et quelle ampleur prend ce phénomène dans la société? On estime aujourd'hui qu'environ 30% de la population serait atteinte par des maladies allergiques. Est-ce qu'on sait pourquoi? Certains scientifiques croient que nos habitudes de vie ne seraient pas aussi bonnes qu'on l'aurait cru. On écoute votre reportage. L'inquiétude par rapport aux maladies allergiques est à la hausse. En effet, le nombre d'enfants et d'adultes atteints par ces maladies auto-immunes est en constante évolution. Tous les jours, les employés des centres de la petite enfance doivent travailler avec un code strict pour s'assurer qu'aucun enfant ne fasse de crise d'allergie qui pourrait lui être fatale. C'est dur, tout dépendant quand on est bien planifié puis qu'on a un bon système pour les allergies, parce qu'il y a plusieurs styles d'allergies, produits laitiers, œufs, toutes les possibilités. J'ai rencontré M. Jacques Hébert, directeur de recherche au Centre de recherche appliquée en allergie de Québec, pour recevoir de plus amples informations sur le sujet. L'allergie est une pathologie qui va en augmentant depuis 2 ou 3 décennies. L'incidence de la rhinite et de l'asthme
et l'incidence d'allergie alimentaire aussi a au moins doublé dans le monde occidental depuis les 2-3 dernières décennies. Nous sommes familiers avec l'utilisation de ces produits au quotidien. Toutefois, les experts mettent en garde la population par rapport à l'usage des antibiotiques et des produits désinfectants dans l'environnement des enfants. En effet, il s'agirait d'une cause importante du développement des maladies allergiques dans la population. Mais les conséquences de tout ça à long terme, c'est que les gens ont cessé d'être exposés à toutes sortes de bactéries. Et c'est les bactéries qui font maturer le système de défense dans les premiers mois de vie. Et lorsque le système de défense ne mature pas de la bonne façon, parce qu'il n'est pas stimulé, eh bien, à ce moment-là, c'est une porte ouverte pour le développement d'allergies. Les intervenants en CPE ne sont pas au bout de leur peine, puisque les experts prévoient que le nombre de cas d'allergie continuera d'augmenter au cours des prochaines années. C'était Raphaël Gagnon pour l'Exemplaire. Dans un domaine totalement différent, le métier de barbier est-il ressuscité? Antoine Grenier, je pose la question. Oui, Charles, la profession de barbier semblait vouée à disparaître au Québec, mais l'apparition de nouveaux salons a gardé le métier en vie. Est-ce qu'il y a de nouveaux salons directement à Québec? Oui, effectivement, je suis allé rencontrer les gars des salons chez Crown, une chaîne de barbiers établie à Québec qui se spécialise dans les coupes pour hommes. Et qu'est-ce qui peut expliquer un tel succès? La plupart des gens que j'ai rencontrés ont insisté sur un aspect, l'expertise de ces barbiers. On écoute. Le phénomène des barbiers a repris de l'ampleur au Québec et partout dans le monde dans les dernières années. L'augmentation importante du nombre d'établissements et de produits d'hygiène spécifiquement pour hommes le montre bien. Pour Vincent Gauthier, fréquenter les salons Crown, c'est confier sa coupe à un expert. À ce moment-là, j'ai un peu choisi, l'expertise au lieu du généraliste. C'est l'importance accordée à l'apparence qui crée une tendance comme celle des barbershops. En effet, on remarque depuis quelques années déjà le retour des barbes bien fournies, mais aussi bien entretenues. Même chose du côté de la coupe de cheveux. Anthony Moreau-Roberge, conseiller chez Sur Mesure, croit toutefois qu'il y a une autre raison pouvant expliquer ce phénomène. C'est sûr que le retour à la mode des barbes ne nuit pas à l'industrie des barbiers, mais au-delà de ça, ce que je vois là-dedans, c'est un moment, disons, pour prendre soin de soi, puis pour aller chercher une expérience vraiment personnalisée qui est conçue pour les hommes. Donc, dans un décor authentique, souvent, on se fait servir un scotch, on bâtit une relation avec le barbier. Selon Vincent Gauthier, client des salons Crown depuis quelques mois, il ne faut pas oublier une explication essentielle, celle de l'expertise des barbiers. Le barbier, c'est un service qui se veut une image authentique, une image de profession plus que quelque chose de... plus qu'un service un peu commun. Donc je pense que c'est ça qui m'a attiré d'une certaine façon. C'est des gens que j'ai l'impression savaient ce qu'ils faisaient. Pour Félix Marchand, barbier chez Crown, c'est précisément cette expertise qui permettra à l'industrie des barbiers de survivre. Je pense que non, jamais, parce que justement tout le monde a tout le temps besoin d'une coupe de cheveux, puis tu sais, on va tout le temps rester les plus spécialisés, donc le monde va tout le temps revenir. Puis... Nos deux autres intervenants partagent cette opinion. Ils ne se voient maintenant pas aller ailleurs que chez un barbier. Il y a un de mes amis qui, proche de chez lui, vous voyez un barbier qui est là depuis le temps de son père. C'est le même barbier. Il n'a pas arrêté, c'est juste qu'il y en a plus. Avec les barbiers, une fois qu'on a connu une expérience personnalisée, qu'on commence à prendre soin de soi, puis passer à son apparence, il n'y a pas vraiment de retour en arrière qui est possible. Reflet de la culture populaire du moment, les salons de barbiers nouveau genre espèrent survivre au passage de la mode grâce à la qualité du service qu'ils offrent. C'était Antoine Grenier pour l'Exemplaire à Québec. Passons à la scène culturelle maintenant. Bonjour Alexandre. Vous avez remarqué cette semaine un phénomène assez particulier. Oui, vous connaissez probablement les spectacles d'improvisation. Ils sont présentés à tous les soirs dans la ville de Québec. Et qu'avez-vous remarqué, Alexandre? Aucun média semble les couvrir. Et vous êtes penché quand même sur un questionnement assez intéressant. Oui, j'ai rencontré deux intervenantes du milieu qui m'ont parlé un peu de la place que l'improvisation prend sur la scène culturelle de la ville de Québec. On vous écoute. Le juge le dit, coupable d'être malade. L'improvisation est une forme de spectacle très répandue dans la ville de Québec. Un peu plus d'une dizaine de ligues existent aux quatre coins de la ville. Il y a de l'improvisation tous les soirs à Québec et chaque soirée attire son lot de public. Salut les enfants! L'improvisation n'a pas une grande couverture médiatique. Peu de journalistes la couvrent. Émilie Rioux, directrice des arts à Chiz 94.3 depuis 4 ans et journaliste pigiste pour plusieurs médias à Québec, tente de comprendre pourquoi. Je pense que la manière d'aborder l'improvisation est peut-être un enjeu qui n'a pas été discuté et la fréquence à laquelle on va parler d'improvisation, puisque ça se répète
à chaque semaine dans différents endroits. Il y en a à chaque soir. Donc, il y a une très petite place dans les médias si on la compare à la place que ça prend réellement dans la vie culturelle et le divertissement des gens, selon moi. Pour Julie de la Boissière, improvisatrice depuis plus de 10 ans, elle joue présentement à la Ligue d'improvisation marginale de l'Université Laval. Les médias devraient avoir plus confiance en le spectacle que les improvisateurs offrent. C'est souvent des gens qui font de l'impro depuis longtemps. Je pense qu'il faut croire en spectacle, il faut donner sa chance. Puis personnellement, c'est pas arrivé souvent que j'aille voir un spectacle d'impro et que ce soit pas bon. Cher public habitué ou ancien, on doit quand même vous faire le rappel. Il y a des gens qui l'oublient chaque semaine. La question à savoir si les joueurs d'improvisation sont des artistes ou non soulève encore des questions chez le public, les médias et les gens de la scène culturelle et artistique. Te considères-tu comme une artiste? Je dirais que oui. L'impro, c'est une forme d'art, donc si j'en fais, je vais être une sorte d'artiste, là. On voit de plus en plus de collaborations avec l'improvisation et d'autres formes d'art, comme l'improvisation musicale, les ateliers d'improvisation théâtrale et la Likibédé qui unit des bédéistes et des improvisateurs. Si elle manque de crédibilité auprès des journalistes, elle semble être reconnue par son milieu. Ah oui, je voulais dire, c'est à moi cette chaise. Tasse-toi, Richard. L'improvisation n'a pas la couverture qu'elle mérite, mais elle reste tout de même un grand divertissement pour le public et attire un grand nombre de foules. C'était Alexandre Bellemare pour l'Exemplaire. Et on passe à la météo maintenant avec Clémence Mercil. Mauvaise nouvelle pour les amoureux de la neige. Les températures douces à venir pourraient mettre en péril le Noël blanc. Effectivement, au cours des prochains jours, les températures maximales se situeront autour de 0 degré, alors que les températures minimales se situeront autour de -5. Nous pouvons tout de même garder espoir alors que quelques flocons sont prévus dans les jours précédant Noël. C'était Clémence Mercil à Québec. Merci Clémence. En sport maintenant, Thomas, vous êtes intéressé au phénomène des ligues de garage. Quelles sont ces ligues? Alors tout à fait, donc les ligues de garage sont des ligues de hockey donc composées d'équipes qui ne sont pas légiférées par une instance. Est-ce que vous avez eu la chance d'en visiter une? Oui, tout à fait, donc la LMH, la Ligue matinale de hockey, qui entre 7h30 et 8h30 fait s'affronter des joueurs du lundi au vendredi. Est-ce qu'il y a d'anciens joueurs connus qui ont fréquenté ces ligues? Alors, pas des joueurs connus, mais des joueurs de la LHJMQ, donc de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, des champions de la Coupe Mémoriale, qui ont participé à ces ligues-là. Mais avant tout, les ligues de garage sont des ligues de passionnés. Intéressant. Il est 7h du matin dans cette aréna de Québec. La vingtaine d'hockeyeurs que compose la Ligue matinale de hockey se réunit pour démarrer leur journée avec la pratique de leur sport favori. Qu'ils soient artistes, ouvriers ou animateurs, ils ont en commun la passion du hockey. Benoît Allard a 54 ans. Ce dentiste de profession joue au hockey depuis l'âge de 5 ans et l'enthousiasme pour ce sport ne l'a jamais quitté. C'est un feeling qui est agréable. C'est difficile à dire. C'est comme quelqu'un qui fait du jogging. Il y a toujours un bon côté. Tu dis, bon, on a perdu aujourd'hui. Par contre, j'ai fait mon sport. J'ai fait une pause ou deux. C'était agréable. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons. Parmi les 200 membres réguliers de la Ligue, certains ont joué en junior majeur et aux États-Unis. Ces derniers côtoient des joueurs qui ont joué à un niveau plus modeste. Mais pour Charles Quentin, fondateur de la Ligue en 2010, c'est cette disparité de niveau qui est un vrai plus pour la Ligue amateur. Quelqu'un qui a le courage à 30 ans, 35 ans, de se mettre au hockey, d'aller rencontrer des gens qui jouent depuis, peut-être qui ont l'âge de 8-9 ans, de vouloir rentrer dans cette équipe-là, il faut quand même beaucoup de courage. Au même titre que des gars qui ont joué junior majeur, mais qui décident de venir le matin jouer avec des amateurs, puis y prendre plaisir, puis la passion. C'est un niveau de passion qui est vraiment impressionnant. Je pense que d'avoir créé ce sentiment d'appartenance-là autour d'un sport, là, c'est vraiment gratifiant. S'il est vrai que c'est la passion qui guide les joueurs dans la pratique du sport national canadien, l'envie de faire comme leurs idoles de la Ligue nationale est bien présente. Surtout les gardiens de but, ils ont tendance à même se recréer l'équipement d'un gardien vedette. Là, il y a un certain fan de Ron Extall dans notre ligue qui recrée l'équipement identique. Il y a des gars qui aiment bien essayer de reprendre les feintes d'un joueur vedette. C'est toujours assez drôle. Là. De plus, les ligues de garage véhiculent l'esprit hockey. Un esprit important dans ce sport, comme le confirme José Côté, enseignant à l'école de hockey de la capitale. Tu as du plaisir à être ensemble, à avoir du fun, à s'agacer et à garder un certain niveau, là, selon ton niveau, garder un niveau de compétition, donc de compétitionner, de vouloir gagner, de vouloir bien performer, mais en même temps de comprendre que tu ne gagneras pas ta vie avec ça, donc de t'amuser et d'avoir du plaisir. Au Québec, ils sont plus de 500 000 à jouer dans des ligues de garage. C'est plus que dans le hockey mineur.
Preuve que la passion est plus forte que la compétition. Thomas Volok pour l'Exemplaire à Québec. Charles Lalande, restons au hockey. Comment se passe le développement des jeunes défenseurs québécois? Pas très bien, pour être honnête. J'ai épluché les alignements des 31 formations de la Ligue nationale et on compte seulement 10 défenseurs québécois. La situation commence quand même à alarmer certains experts. Oui, j'en ai parlé à Martin Laperrière, entraîneur-chef du Blizzard du séminaire Saint-François. Depuis 10 ans, il veille au développement des défenseurs de la région de Québec et nous partage sa vision des choses. Vous avez eu aussi Olivier Fortier, donc un ancien joueur, ainsi que le grand patron des remparts, M. Philippe Boucher. Oui, Olivier Fortier propose à Hockey Québec de s'inspirer du modèle scandinave, tandis que Philippe Boucher parle d'un problème de culture. Voici le reportage complet. Cette saison, on retrouve environ 217 défenseurs parmi les 31 formations de la Ligue nationale de hockey. Du lot, seulement 10 sont nés au Québec, un faible taux de 4,61 %. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la prochaine génération continue de rêver. Ancien espoir des Canadiens de Montréal, Olivier Fortier a pris sa retraite du hockey à 24 ans. Aujourd'hui âgé de 28 ans et maintenant agent joueur, il vante le développement des défenseurs européens, citant en exemple le Suédois Erik Karlsson, des Sénateurs d'Ottawa, considéré comme le meilleur défenseur au monde parmi tous les joueurs actifs. On peut remarquer qu'il y a beaucoup plus de Suédois et de Finlandais qui évoluent dans la Ligue nationale à la position de défenseur. En regardant la Ligue nationale, on voit que le jeu est de plus en plus axé sur la vitesse, sur l'exécution. L'entraîneur-chef du Blizzard du séminaire Saint-François, Martin Laperrière, considère qu'on leur enseigne trop à jouer sans la rondelle, négligeant l'importance de bien manœuvrer avec celle-ci. Après une carrière de 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey, où il a notamment remporté la Coupe Stanley en 2009 avec les Penguins de Pittsburgh, l'ancien défenseur Philippe Boucher a fait le saut derrière le banc des Remparts de Québec en 2013. Selon lui, il s'agit d'un problème de culture qui explique le peu de défenseurs que la province livre à la meilleure ligue de hockey au monde. À mon temps, quelques défenseurs ont joué, mais on a tendance à produire plus de défenseurs offensifs ou peut-être à valoriser plus l'aspect des défenseurs offensifs au Québec. Dernier qui, pourtant, il gagne bien sa vie, Marc-Édouard Vlasic, je pense que son chandail est accroché ici, je pense que c'est un des derniers là, à caractère défensif ou complet là, à avoir percé un alignement puis à être un des meilleurs défenseurs, meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Les analystes, dirigeants, partisans et experts s'entendent, il y a un problème dans le développement des défenseurs dans notre sport national. Certaines personnes ont déjà proposé quelques pistes de solutions pour améliorer ou remédier à ce problème. Moi, je pense qu'il est important, c'est que nos défenseurs deviennent plus complets. Moi, j'étais avec une école de hockey l'été qui est juste des défenseurs, qui est spécifique aux défenseurs. Puis je pense que c'est une semaine qui est bien investie parce qu'on regarde tout ce qui est mouvement, départ de défenseurs au niveau du patin. C'était Charles Lalande, dans un aréna près de chez vous. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bulletin.